Alors, comme pour les fonctions d'une variable, en faisant intervenir les dérivés d'ordre 2, on va pouvoir avoir un critère beaucoup plus puissant qui va nous permettre en fait non seulement de détecter les extrémas d'une fonction, mais aussi de déterminer si ce sont des maximums locaux, des minimums locaux ou un point cell. Et en fait, il n'y a qu'un seul cas où ce critère ne permet pas de déterminer dans quel cas nous nous trouvons. Alors, de quoi s'agit-il plus précisément? Je rappelle que pour les fonctions d'une variable, les dérivés d'ordre 2 étaient liés à la notion de concavité et de convexité des courbes. C'est en fait aussi le cas pour les fonctions de deux variables. Les dérivés d'ordre 2 permettent de détecter ces notions sur les surfaces. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans ce cours, mais sachez que c'est le cas. Donc ici, je vais simplement me contenter de montrer le lien qu'il y a entre ces dérivés d'ordre 2 et le fait de pouvoir détecter les extrémas d'une fonction. Et donc, pour l'énoncer, il faut d'abord déterminer ou définir une quantité que vous voyez ici, qui s'appelle le discriminant, et grâce auquel on peut formuler le théorème suivant. Donc, le discriminant, c'est quelque chose qu'on va calculer en un point. Alors, que nous dit le théorème ? On considère une fonction qui est deux fois continuellement dérivable sur le domaine de départ A. On considère un point x0, y0 qui est un point critique, c'est-à-dire que les dérivés partiels vont s'annuler. Et maintenant, sur ce point, on va calculer le discriminant, et selon le signe du discriminant, on va pouvoir conclure différentes choses. Alors, pour les deux premiers points, c'est lorsque le discriminant est strictement plus grand que 0, eh bien, si on calcule la dérivée d'ordre 2 en x en ce point-là et qu'elle est strictement plus petite que 0, alors en ce point, f admet un maximum local. Si par contre la dérivée d'ordre 2 en x est strictement plus grande que 0, alors f va admettre un minimum local. Ensuite, pour le point 3, si le discriminant est strictement plus petit que 0, alors c'est un point cell. Et enfin, le cas indéterminé, c'est le cas où le discriminant est égal à 0. Alors dans ce cas-là, tout est possible, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on peut avoir soit un maximum local en x0, y0, un minimum local ou même un point cell. Alors on va faire quelques exemples pour se familiariser avec ce théorème. Le premier exemple qu'on va faire, c'est en fait on va reprendre la fonction qu'on a vue tout à l'heure, donc la fonction f de xy égale à 1 plus x carré moins y carré, et on a déjà vu que le point 0, 0 est un point cell. Alors le théorème prétend pouvoir détecter ce genre de point grâce au discriminant, et là en l'occurrence il faut vérifier que on a bien un discriminant qui est strictement plus petit que 0 au point x0, y0 égale 0, 0. Alors, c'est ce qui est fait ici. Donc on a repris la fonction f de xy égale à 1 plus x carré moins y carré. On a déjà vu que 0, 0 est un point critique, donc c'est la première condition à vérifier. Évidemment, cette fonction est deux fois continuellement différenciable sur toute R. Donc il ne reste plus qu'à calculer le discriminant pour pouvoir voir si effectivement on a un discriminant qui est strictement plus petit que 0 en 0, 0. Alors, on a déjà calculé les dérivées partielles de la fonction. La dérivée partielle en x de f, c'était 2x. La dérivée partielle de y, c'est moins 2y. Et maintenant, il me faut calculer les dérivées d'ordre 2. Donc, je vais donc calculer la dérivée d'ordre 2 deux fois en x, donc. Et donc ici, je dois dériver 2x par rapport à x, et bien ça me donne 2. Je dois dériver deux fois par rapport à y. Ça va me donner moins 2. Et maintenant, je dois calculer mes dérivées croisées. Alors, par le théorème de Schwartz,
normalement, les dérivées croisées devraient être les mêmes, c'est-à-dire que si je commence par dériver en x ou en y ou en y ou en x, ça devrait donner la même chose, on va le vérifier. Donc ici, ce que j'ai là, c'est la dérivée par rapport à x de la fonction dérivée partielle par rapport à y de xy. Donc je dérive par rapport à x la fonction moins 2y. Eh bien, ça me donne 0. Alors, on peut juste vérifier que, effectivement, les dérivées croisées... Oups, j'ai oublié un 2 ici, pardon. Voilà. On peut vérifier que les dérivées croisées donnent la même chose. Ça ne devrait pas poser de problème. Ici, je vais dériver par rapport à y la dérivée partielle par rapport à x de f. C'est donc la dérivée par rapport à y de 2x, c'est 0. Bien, on a donc les dérivées d'ordre 2, donc c'est celle-là qu'il me faut. Et puis, c'est ceci, égal à 0. Je vais pouvoir calculer mon discriminant maintenant. C'est vrai qu'avant ça, il faut que je l'évalue. Mais si je regarde les valeurs des dérivées d'ordre 2, eh bien, j'ai pour la dérivée d'ordre 2 en x, j'ai une constante. Donc le fait de l'évaluer en 0, 0, ça va me donner 2. Pour la dérivée partielle d'ordre 2 en y, eh bien, c'est aussi une constante, sauf que c'est moins 2 cette fois. Donc quand je vais l'évaluer en 0, 0, ça va rester moins 2. Et puis pour la dérivée croisée, eh bien c'est 0. Ça ne va pas changer quand je vais évaluer ça en 0, 0. Donc, je peux maintenant écrire que le discriminant évalué en 0, 0, c'est la dérivée d'ordre 2 de f, par définition ici, hein, simplement, que j'évalue en 0, 0, que je multiplie par la dérivée d'ordre 2 en y, évaluée en 0, 0, et je soustrais le carré de la dérivée croisée, celle que je veux, ça ne change rien, vu que ça donne la même chose, évaluée en 0, 0. Alors, ceci donne 2, ceci donne moins 2, ceci donne 0. C'est donc au final moins 4 qu'on a comme valeur, et c'est donc strictement plus petit que 0. Et le théorème nous dit que lorsque le discriminant est strictement plus petit que 0, c'est qu'on a un point cell, et c'est bien ce qu'on avait trouvé déjà tout à l'heure. Alors, considérons un autre exemple. Ici, on va considérer la fonction f de xy égale moins 2x carré moins 2xy moins 2y carré plus 36x plus 42y moins 158, définie sur R carré. Et on cherche les extrémas de cette fonction. Et ici, cette fonction est 2 fois continuellement dérivable sur tout R carré. Donc, on peut appliquer le dernier théorème qu'on a vu avec le discriminant. Et normalement, on devrait pouvoir déterminer la nature des points critiques qu'on trouvera. Alors, justement, première chose à faire, il faut déterminer quels sont les points critiques. Et c'est ce que vous voyez ici. Il faut donc que la dérivée en x et la dérivée en y, les dérivées partielles donc en x et en y de la fonction f, s'annulent en le point critique, ou les points critiques, et c'est donc un système d'équations qu'il faut résoudre, puisqu'il y a 2 équations à résoudre. Alors, on va juste calculer ensemble quelles sont ces dérivées partielles. Donc ici, la dérivée partielle par rapport à x de moins 2x carré moins 2xy moins 2y carré plus 36x plus 42y moins 158, eh bien, au fond, ce qui va compter, ce sera ce terme et ce terme. Tous les autres termes vont s'annuler. J'ai donc moins 4x moins 2y plus
36. Et ici, en fait, ce que je peux faire, c'est que je peux mettre en évidence moins 2. Ce n'est pas nécessaire, mais je le fais quand même. Moins 2 fois 2x moins y, plus y, pardon, moins 18. Voilà, j'ai déterminé ma première dérivée partielle. Et maintenant, je vais faire de même avec ma deuxième dérivée partielle, celle en y. Alors, vous m'excuserez, mais je ne vais pas tout écrire, c'est exactement la même chose qu'avant. Là, ici, ce qui va rester, c'est moins 4y. Ah, pardon, peut-être que j'écris le premier terme, d'ailleurs. Le premier terme, ce sera celui-ci. Donc, ce sera moins 2x cette fois. Puis, je vais avoir celui-là, moins 4y. Et enfin, celui-ci, plus 42. Encore une fois, je peux mettre en évidence moins 2. Ce n'est pas obligatoire, mais je le fais quand même. « 21. » Voilà. J'ai mes deux premières équations. Et c'est ce que vous voyez ici. Et donc, il faut les égaler à 0 et déterminer quelles sont les valeurs de x et de y qui satisfont ces deux équations en même temps. Alors, on va reprendre ici. Peut-être que je vais écrire en noir comme d'habitude. Donc, j'ai moins 2 pour... alors, moins 2 fois 2x plus y moins 18 égale à 0 pour la première équation. Et moins 2 fois x plus 2y moins 21 pour la deuxième équation. Alors, comme ces deux équations sont égales à 0, au fond, je peux diviser par 2, ou même, plutôt même, diviser par moins 2, des deux côtés pour les deux équations. Ça va être équivalent, au fond, au système où j'aurais comme éliminé les multiplications par moins 2. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais isoler une des deux variables dans une des deux équations. Et celle que je décide d'isoler, c'est la variable y dans la première équation. Alors, l'isoler, ça veut simplement dire mettre tout le reste de l'autre côté de l'égalité. C'est-à-dire que je peux exprimer y comme étant égal à moins 2x plus 18. Je ne vais pour l'instant rien faire de la deuxième équation. Je la laisse telle quelle. Alors ici, je vais faire quelque chose de légèrement différent à ce que vous avez dans les slides, mais qui au final donnera le même résultat. C'est que maintenant que j'ai une expression de y, peut-être que je vais choisir une autre couleur, disons celle-là. J'ai une expression de y en fonction de x. Y doit être égal à moins 2x plus 18. Dans la deuxième équation, j'ai y. Alors au fond, ce que je fais, c'est que je vais substituer y par cette expression en x, moins 2x plus 18. Ce qui va faire que la deuxième équation va devenir une équation en x uniquement. Et donc à la fin, je vais pouvoir la résoudre et déterminer la valeur de x. Une fois que j'aurai déterminé la valeur de x, je pourrai revenir à cette équation et ensuite déterminer la valeur de y. Alors donc, je vais exprimer la deuxième équation. Donc je multiplie 2 par, non pas y, mais son expression en x, donc moins 2 plus 18. Ici j'ai moins 21, et c'est censé être égal à 0. La première équation, je ne la touche plus désormais. Je l'utiliserai à la fin pour déterminer la valeur de y. Alors, ici,
disons que je vais prendre uniquement cette équation pour m'éviter de répéter à chaque fois la première. Et je vais la résoudre. C'est une équation uniquement en x. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai x moins 4x. Hein, c'est le produit de 2 avec moins 2x. Plus 36, 2 fois 18, moins 21, égale à 0. Eh bien, ceci revient à moins 3x plus... Combien ça fait? Ça fait 15. Égal à 0. Et donc, ça veut dire que moins 3x est égal à moins 15. Il ne me reste plus qu'à diviser par 3 des deux côtés, ou plutôt même par moins 3. C'est-à-dire que je vais avoir x est égal à moins 15 divisé par moins 3. C'est-à-dire que x égale à 5. Je vais d'ailleurs le réécrire. J'ai déterminé ma valeur pour x. Et donc maintenant, comme j'ai une seule valeur pour x, je vais pouvoir reprendre cette équation et déterminer la valeur de y. Ainsi, y est égal à moins 2 fois 5, qui est égal à x donc, plus 18. Alors là, je peux simplement faire le calcul, ça fait moins 10 plus 18, et donc c'est égal à 8. Donc y est égal à 8. Donc au final, j'ai une seule valeur possible pour x, une seule valeur possible pour y. Ça veut dire que je n'ai qu'un seul point critique. Et ce point critique, c'est donc le point, donc le seul point critique de f est x0, y0 égale à 5 en x et 8 en y. C'est le seul point critique de ma fonction. Alors maintenant que je sais que x0, y0, c'est le point 5, 8, eh bien, je n'ai plus qu'à utiliser le discriminant pour déterminer si c'est un maximum local ou un minimum local, ou peut-être un point cell, ou peut-être même aucun des trois. Je dois donc calculer le discriminant, qui, je le rappelle, est le produit de la dérivée double de f en x fois le produit de la dérivée double en y moins le carré de la dérivée croisée. Alors, je vais donc devoir calculer ces dérivées doubles. Alors, qu'est-ce que j'ai pour la dérivée double en x? C'est donc la dérivée en x de la dérivée en x de f. La dérivée en x de f, qu'est-ce que c'est? C'est ceci. Donc, moins 2 fois... Alors peut-être que pour me débarrasser de... Enfin, pas pour me débarrasser, mais pour m'éviter de me traîner cette multiplication, je peux prendre tout à fait cette expression. Donc, moins 4x, moins 2y, plus 36. Donc, je dois dériver moins 4x, moins 2y, plus 36. Je dérive ça en x. La seule chose qui va rester, c'est moins 4. Maintenant, si je fais la même chose en y, qu'est-ce que j'avais comme expression? Je vais prendre celle-là. Moins 2x, moins 4y, plus 42. Ok, très bien. Moins 2x, moins 4y, plus 42.
Je ne sais plus si c'était 42, mais ouais, c'était 42, mais ça n'a aucune importance quand je vais dériver. Et ça donne donc le moins 4 ici. Alors maintenant, je vais faire la dérivée croisée où donc je dérive d'abord par rapport à y et ensuite je dérive par rapport à x. Donc d'abord la dérivée par rapport à y. La dérivée par rapport à y, je l'ai ici en fait. C'est moins 2x moins 4y plus 42. Je dérive ça par rapport à x, ça me donne moins 2. Alors, comme pour l'exemple précédent, je n'ai que des constantes, donc je n'ai même pas besoin de les évaluer au point 5, 8, ça va donner exactement les mêmes valeurs quand je vais calculer le discriminant. Donc, le discriminant 5, 8, c'est donc ceci, donc moins 4, fois cela, moins 4, moins ceci au carré, moins 2 au carré. Ça donne 16 moins 4. On a donc 12, ce qui est une valeur strictement plus grande que 0. Alors, de deux choses l'une, ceci indique que le point 5, 8 est soit un maximum local, soit un minimum local. Pour le savoir, eh bien, je dois me référer à la dérivée double en x et voir si elle est positive ou négative. En l'occurrence ici, c'est moins 4, donc elle est négative, ce qui implique que f est un... pardon, pas f, mais le point 5, 8 est un maximum local. Alors, au fond, est-ce que c'est un maximum local ou est-ce que c'est un maximum global? Eh bien, pour le savoir, on peut simplement utiliser GeoGebra, par exemple, ou un autre outil pour visualiser le graphe. Et il se trouve qu'il s'agit d'un maximum global. C'est une parabole, en fait, qu'on a. Alors, une question naturelle qu'on pourrait se poser, c'est de savoir si on aurait pu déterminer algébriquement, sans regarder le graphe, si on aurait pu déterminer que le point 5, 8 est un maximum global de la fonction f. Et la réponse, en fait, dans ce cas précis, puisque la fonction est définie sur R2, la réponse est en fait oui. Et ça tient au fait que les dérivées d'ordre 2 de cette fonction sont en fait des constantes. Et donc la valeur du discriminant sera toujours la même, quelle que soit l'évaluation. Donc ici, on l'avait calculé pour le point 5, 8, mais si je prends n'importe quel autre point, par exemple 13, 2, eh bien, je vais avoir exactement la même valeur pour le discriminant, c'est-à-dire 12. Et j'aurai aussi la même valeur pour la dérivée d'ordre 2 en x, c'est-à-dire moins 4. Alors, au fond, dans ce cas précis, ceci suffit à dire que, en fait, le point 5, 8 est un maximum global de la fonction. Alors la raison pour laquelle je ne l'ai pas mentionné comme étant un théorème, c'est que ce théorème existe, mais il y a une condition supplémentaire qu'il faut ajouter sur l'ensemble de départ. Et c'est une condition topologique, comme on appelle, que je n'avais pas envie de discuter, mais que vous pouvez peut-être trouver dans la littérature, c'est la condition de convexité de l'ensemble de départ. Mais voilà, je la mentionne uniquement pour votre culture, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel j'insiste dans ce cours. Le fait de pouvoir déterminer un maximum local ou un extréma local avec ce théorème est suffisant. Alors ça conclut les vidéos pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine.